Chers amis, bonsoir. Nous célébrons en ce moment le 50e anniversaire de la Nouvelle Action royaliste dans des conditions difficiles à cause de la pandémie. Mais nous allons publier la semaine prochaine un numéro spécial de 24 pages de royalistes dans lequel Olivier Dard a bien voulu nous accorder une interview d'un très grand intérêt. Du coup, je lui ai demandé de venir nous parler un peu non seulement de l'histoire de la NAR, mais également de l'histoire du monarchisme à partir de 1968. Donc je vais lui laisser la parole, et après, s'il le veut bien, on engagera le débat. Cher Olivier, c'est à vous. Je n'en doute pas, mon cher Bertrand. Écoutez, un grand merci à vous donc de m'accueillir ce soir. Donc, je vais vous parler effectivement du mouvement monarchiste après 68, principalement des années 70 et jusqu'aux années 80, et davantage peut-être encore de la NAR. Je vais bien sûr parler un peu de la NAF, la Nouvelle Action française, qui a précédé la NAR, pour essayer de voir au fond comment on est arrivé à cette situation qui est celle de la NAR aujourd'hui, fêtant son 50e anniversaire. Alors, je voudrais démarrer cette intervention à partir effectivement de 1968, pour souligner que 1968, c'est bien sûr les événements que vous connaissez, le mois de mai, etc., mais c'est aussi pour le monde monarchiste un anniversaire. La naissance, le 100e anniversaire de la naissance de Maurras, qui mobilise à ce moment-là un certain nombre de militants. Je rappelle que Maurras est né le 20 avril 1868, donc si je puis dire rétrospectivement, quelques jours avant le mois de mai 68, à 100 ans près, bien entendu. Alors, dans cet avril-mai 68 du centenaire, il y a un certain nombre de conférences qui sont organisées. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à rappeler. Ce qui est plus intéressant, c'est de souligner que Le Monde, à l'époque, publie un article sur Maurras. Alors, l'histoire en est connue. L'article, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, en particulier Bertrand, François-Marie, c'est l'article de Gilbert Comte, qui sort dans Le Monde. Et ce qui est intéressant, c'est de rappeler à la fois ce qu'est la gestation de cet article, son contenu, sa réception, pour montrer, au fond, à l'heure où, vous le savez, un certain nombre de polémiques ont touché Maurras et la mémoire de Maurras, qui est réputé être le père spirituel de toute une série de personnalités, passons. Pourquoi et comment Gilbert Comte s'en sort? Alors Gilbert Comte, qui est un ancien secrétaire de Pierre Boutan, qui travaille au Monde depuis 1962, parle de son projet à Hubert Beuve-Méry, qui est à l'époque le patron du Monde. Beuve-Méry, dans un premier temps, fait savoir qu'il est plutôt hostile à cette idée, et il lui dit d'ailleurs, il dit ces mots, non pas question, Maurras c'est comme l'espéranto, on n'en dit jamais assez de bien, jamais assez de mal, dès que vous imprimez son nom, vous recevez 100 lettres pour vous dire que c'est un saint, que vous n'avez pas reconnu sa sainteté, et sans autres pour se scandaliser, etc. etc. Finalement, Gilbert Comte parvient à ses fins et va se retrouver dans Le Monde en tandem pour publier ce texte sur Maurras. Lui, on fait un texte plutôt évidemment favorable à Maurras, mais l'autre texte, Hubert Beuve-Méry l'a confié à Pierre-Henri Simon. Alors Pierre-Henri Simon, tout le monde le connaît, on le connaît aujourd'hui, mais c'était une figure du catholicisme de gauche, condamnant la torture pendant la guerre d'Algérie, etc. Ce qu'on sait moins, c'est que Pierre Simon était à l'origine dans les jeunesses patriotes de Pierre Tétinger. C'est un parcours tout à fait intéressant aussi. Et donc,
étant un ancien des JP, il connaissait évidemment fort bien Maurras. Alors, comment s'en est tiré Gilbert Comte? Il a publié un texte qui s'appelait Un prophète du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, et ce texte de Gilbert Comte, je ne vais pas vous le résumer, je vais simplement reprendre 2 ou 3 éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi il a de l'importance et pourquoi il va pouvoir être repris, reçu par un certain nombre de jeunes gens de l'époque. L'idée de Gilbert Comte, c'est de ne pas réduire Maurras à l'époque à ce qu'il appelle les dimensions d'une nostalgie. Et donc, Gilbert Comte ne conteste pas ce qu'il appelle les 15 dernières années d'un homme durci par le malheur, devenu la caricature de lui-même, etc., etc. Donc le Maurras des années 30 et 40. Mais il écarte cette figure pour mieux valoriser à la fois le théoricien politique que serait Maurras à ses yeux, et il fait de Maurras un égal de Marx, tel qu'il va être repris évidemment par d'autres à l'époque. Marx est évidemment une figure de premier plan, et il fait également de Maurras un auteur très important par, considère-t-il, son caractère essentiel, actuel, adaptable. On pourrait tout à fait retourner à Maurras pour penser, explique Gilbert Comte, la société de la fin des années 60. Et en particulier, revenir à un certain nombre d'éléments fondamentaux chez lui, le fédéralisme, la décentralisation, etc., etc. Alors, ce texte de Gilbert Comte, évidemment, il mécontente les figures les plus anciennes de l'Action française, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner qu'il va intéresser à ce moment-là des éléments jeunes, qui, eux, vont commencer à réfléchir à la façon dont ils pourraient utiliser Maurras face au contexte de 1968, avec comme idée la prise en compte de l'action française d'avant 14, érigée en quelque sorte en modèle subversif contre un monde, un vieux monde déjà dénoncé. Car pour ces jeunes gens, maurassiens de 68, De Gaulle, c'est le vieux monde. Ils ne sont pas du tout gaullistes, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'époque. On a ici toute une série de citations tout à fait révélatrices. Et parmi ces jeunes gens qui militent et qui s'agitent autour de cette idée, je pense à l'un d'entre eux qui nous écoutera sans doute, c'est Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, qui est un des jeunes militants, un des militants les plus en vue, eh bien, il professe à l'époque un anti-gaullisme radical, et il explique que la Ve République, c'est ce qu'il écrit donc en mai 68, c'est le bras armé du capitalisme financier et le fondé du communisme. Et la raison d'être du maurassisme pour Gérard Leclerc va être de pouvoir essayer, il va ensuite écrire un livre qui s'appelle Un autre Maurras, dont je reparlerai, va être de repenser, au fond, la crise de 68 à l'aune, justement, de la pensée maurassienne. Alors, justement, mai 68 se passe, et par rapport à mai 68, on met toujours en avant, à raison évidemment à un certain nombre d'égards, tout le poids des mouvements gauchistes qui multiplient leurs actions. On parle beaucoup moins de ce que a pu entreprendre en mai 68, ou ce qu'ont pu entreprendre en mai 68 un certain nombre de jeunes gens d'Action française, qui, eux, militent aussi en mai 1968 pour essayer de profiter en quelque sorte de la chienlit, pour parler comme qui nous savons, pour proposer un certain nombre de thèses. Alors, de ce point de vue, un collègue et ami, le sociologue argentin et historien Umberto Puccetti, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, avait travaillé sur ces trajectoires militantes dans l'héritage de l'Action française. Il avait interrogé d'ailleurs un certain nombre de
personnalité, dont vous, mon cher Bertrand. Et effectivement, on constate en 1968 plusieurs attitudes, évidemment, des Maurrassiens. Mais moi, celle qui m'intéresse ici, par rapport à notre objet, qui va être dans un instant la Nouvelle Action française, c'est de comprendre comment et pourquoi un certain nombre de jeunes gens, et en particulier donc Gérard Leclerc, dont je parlais, vont essayer d'interpréter mai 68 à l'aune de la pensée maurassienne. C'est ça leur grande idée. Et cette volonté d'interpréter 68 à l'aune de la pensée maurassienne, elle se traduit de différentes façons à la rentrée universitaire 68-69, se mettre sur pied, donc en marge d'Aspect de la France, qui paraît relativement vieilli, même s'ils écrivent les uns les autres dedans à l'époque, se mettre sur pied des dossiers d'Action française, et se mettre également en place un certain nombre, à travers ces dossiers d'Action française, qui sont, alors, j'en ai le sentiment, moi, le creuset de la future Nouvelle Action française, ça démarre quand même autour de cela. On y trouve, bien sûr, Gérard Leclerc qui écrit, Yvan Aumont, qui joue dans cette affaire un rôle tout à fait important, et bien entendu, également, Bertrand Renouvin, qui, lui, est à l'époque en train, donc vient de l'Action française, vous le savez, il a été étudiant à Sciences Po, et en 1969, il a publié un article tout à fait intéressant dans l'Action française de l'université qui s'intitulait « Faut-il brûler Sciences Po ?» Ni plus, ni moins. Voilà, vous en parlerez peut-être, Bertrand, c'est pas un scoop, hein, c'est l'historien qui parle. Faut-il brûler Sciences Po? Bon, l'article que j'avais lu est effectivement assez décapant. Il en dénonce le conformisme, la médiocrité, etc. etc. Bon, simplement, évidemment, son oncle, Pierre Renouvin, est le directeur des études à l'époque à Sciences Po. Donc ça pose quelques petits problèmes. Alors, ça étant, Yvan Aumont, Charles Leclerc, Bertrand Renouvin sont donc présents à ce moment-là, et les uns et les autres, à partir de prémices différents, bien sûr, chacun a son individualité, mais quand même réfléchissent à la façon dont on peut essayer de réinterpréter Maurras, et en particulier Bertrand Renouvin soutient en 1973 à Aix-en-Provence une thèse de sciences politiques qui, à mon avis, reste tout à fait intéressante sur Charles Maurras et la question sociale. Et je ne vais pas vous résumer la thèse de Bertrand Renouvin, mais je vais vous résumer quand même, enfin je vais vous lire un mot de la préface. Une préface qui date de 10 ans plus tard. C'est là où c'est évidemment intéressant, parce qu'il y a du recul entre la soutenance et la publication de 1983. Je cite. Ce livre, c'est le livre issu de la thèse, ne peut être considéré comme une défense et illustration de l'Action française. Sans doute, c'est là où c'est intéressant, il y a une prise de recul, dans la France de 70-72, profondément marquée par le gauchisme, était-il séduisant de démontrer que le mouvement royaliste était, lui aussi, contestataire et même parfois franchement révolutionnaire dans ses idées. Bon, ce n'était effectivement pas totalement faux, on va y venir dans un instant, mais Bertrand Renouvin ajoute « L'histoire de ce livre est celle d'un retour aux sources suivi d'une prise de distance. » Et je crois que toute l'histoire des dossiers d'Action française, de l'ANAF, de l'ANAR, c'est effectivement l'histoire d'un dialogue, et d'un dialogue inabouti, avec une volonté d'aggiornamento et une prise de distance progressive. Et ensuite une rupture, avec l'héritage maurassien pour un certain nombre d'acteurs. Et ce qu'opère à ce moment-là Bertrand Renouvin, en rédigeant sa thèse, donc sur les questions sociales, donc ça nous ramène toujours à l'avant 14, le cercle Proudhon, etc. Gérard Leclerc, lui, le fait dans un livre que je continue à trouver tout à fait intéressant, qui s'appelle Un autre Maurras. Je crois qu'il pourrait être, à mon avis, repris, republié, évidemment remis en perspective. Qu'écrit Gérard Leclerc quand il publie Un autre Maurras, 1974 ? Mon type de relation à Maurras
est celui d'un militant politique dont l'engagement provoque jour après jour de nouvelles questions. Ce n'est pas celui de l'universitaire attaché à un texte qu'il étudie avec une patience d'entomologiste. J'ai pensé à moi en lisant Gérard Leclerc. Mais il souligne, c'est Gérard Leclerc qui parle et je redeviens sérieux, les événements de 68 ont servi de point de départ à une nouvelle lecture de Maurras. Et effectivement, une lecture de Maurras qui va, du côté de Gérard Leclerc, agrémenter d'autres références. Et parmi ces références, il y en a une dont il faut parler, qui est la référence à Maurice Clavel. Maurice Clavel, donc, alors que les Français ont connu par une prestation télévisuelle, il a quitté subitement les studios avec une célèbre formule « Messieurs les censeurs, bonsoir », mais Maurice Clavel, c'est quand même bien autre chose qu'un homme de goût. Clavel a eu une influence certaine sur la nouvelle Action française naissante, recommandant d'ailleurs à Bertrand Renouvelin de tuer le père, c'est de Maurras dont il parlait, et Maurice Clavel fait partie, pour un Gérard Leclerc, avec beaucoup de temps bien sûr, mais des figures tout à fait essentielles de son engagement. Alors, Gérard Leclerc a dit sa dette à Maurice Clavel, il a dit sa dette aussi à Pierre Boutan, et cette démarche, donc vous voyez, on est en 68, la thèse est soutenue en 73, Gérard Leclerc publie en 74, vous voyez, les choses ont pris du temps, ont mis du temps à se décanter, et par rapport à l'histoire de la France des années 70, c'est aussi la France pompidolienne, c'est aussi toute l'histoire du gauchisme. Je n'ai évidemment pas le temps de remettre tout ça en perspective, mais nos acteurs, évidemment, vivent la chose au jour le jour. Et ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que toute cette démarche, qui est celle de ces jeunes gens, une démarche de réappropriation, une démarche d'aggiornamento, pardon, elle n'est absolument pas comprise par les aînés. Et là se joue, au sein de l'Action française, de la Restauration nationale et de l'aspect de la France, une véritable lutte générationnelle, une lutte également politique. Il y a des divergences de fond, et au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, la situation s'envenime. Alors, je vous parlais il y a quelques instants, quelques minutes, des dossiers d'Action française, et ces dossiers d'Action française, qui peuvent être considérés comme quelque part les ancêtres de la NAF, c'est au sein même déjà de ces dossiers d'Action française que se noue un conflit. Alors, les conflits ont toujours parfois des causes évidemment immédiates, liées à un épisode précis. En l'occurrence, c'est un débat, une controverse qui divise les uns et les autres, alors, sur un personnage que les plus jeunes ne connaissent absolument pas, mais qui est à l'époque une figure fondamentale des droites radicales françaises, qui est Jacques Cancard-Vassac, qui est à l'époque installé au Portugal depuis la guerre, etc., figure majeure de toute cette histoire, et les éléments les plus jeunes refusent de publier Cancard-Vassac. Alors là, ça commence à exploser littéralement, ça explose dans les dossiers d'Action française, ça explose à Action française Université, qui était le terrain de jeu, si je puis dire, de notre trio, et le résultat de tout cela, évidemment, c'est en 1971, eh bien, la scission. La scission, alors d'ailleurs, c'est même plus qu'une scission, parce que c'est une dissidence qui s'amorce, et qui va, après des péripéties que je ne raconterai pas, déboucher sur la naissance de la nouvelle Action française, avec, et là aussi, moi ça m'intéresse comme historien, le fait que les jeunes gens de l'époque, qui quittent l'Action française, canal historique, si je puis dire, vont mettre en avant et mobiliser des auteurs du temps. Notamment, un des grands essais à la mode de l'époque, c'est Michel Crozier, La société bloquée. Alors là, tous les étudiants de l'époque, et même après, ont eu Michel Crozier comme lecture. Eh bien, l'Action française, nous expliquons, c'est une société bloquée aussi, etc., etc., etc. Alors,
le résultat, donc je vous le disais, c'est la naissance de la nouvelle Action française. Alors, cette nouvelle Action française, elle est à mon sens tout à fait intéressante parce qu'elle nous apprend d'emblée plusieurs choses. D'abord, rapporté à l'histoire de l'Action française, j'ai envie de dire, c'est une dissidence de plus. Bon. Toute l'histoire de l'Action française s'est construite sur la base de dissidence. Sauf que celle-là, moi je la trouve assez singulière, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle met en jeu, et je vais aller à la raison qui pour moi est essentielle, elle n'est pas seulement individuelle. On a eu les départs de Valois, de Guimier, d'un certain nombre d'autres. Elle n'est pas individuelle, elle est la décision d'un groupe, mais surtout, ce qui est très intéressant à souligner, c'est qu'elle se fait non pas par le rejet du maître, Valois, Bernanos, Rebattet, etc., ont proclamé leur dissidence en faisant le procès du maître. L'inaction française, etc., etc. Là, en l'occurrence, les gens qui s'en vont partent maurassiens en disant que ce sont eux qui vont repenser Maurras. Donc c'est une dissidence qui se traduit par une volonté à la fois de refondation et de réappropriation. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait original dans l'histoire de l'Action française, du maurassisme, parce qu'il y a véritablement une volonté de dialogue, de se colter, je dirais littéralement, avec la pensée du maître. Et ce qui va évidemment déboucher par la suite sur le divorce. Mais il n'y a pas de rupture avec lui, d'emblée. Il faut dire qu'ils ne l'ont pas connu. C'est toute la différence, évidemment. Mais il y a cette idée de refondation, de réappropriation. Alors, me direz-vous, Boutan, quand il était parti, lui aussi avait refondé, ou avait prétendu refonder Maurras. Mais la différence, quand même, c'est que Boutan, lui, considérait qu'en réalité, il n'avait pas à se approprier quelque chose qu'il estimait posséder depuis toujours. Donc il était dans une autre, je dirais, c'était une autre configuration, et c'était une dissidence plus individuelle. Enfin, on pourrait y revenir, en discuter, mais c'est peut-être pas l'essentiel ici. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir que la nouvelle Action française va continuer à étudier Maurras de façon approfondie pour le réinvestir dans un combat politique contemporain. Eh bien, que font ces jeunes gens d'emblée? Ils vont relancer, par exemple, une enquête sur la monarchie classique. Ils vont également créer une revue que c'est Yvan Aumont qui m'avait fait découvrir d'ailleurs, qui m'en avait passé la collection, que j'ai relue, une série de travaux, qui est extrêmement intéressante, qui dure à peu près un an, qui est lancée en décembre 72, et qui s'arrête en janvier 74, qui s'appelle Arsenal. Et cette revue Arsenal, elle est très intéressante, parce que, là aussi, c'est le vocabulaire du temps, le premier numéro, c'est Prospective maurassienne. On est à la grande époque de la prospective. Tout ça sonne évidemment très années 70, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour ces promoteurs, face au projet révolutionnaire, Maurras permettrait de définir ce qu'ils appellent une anthropolitique qui donnerait sa chance aux forces de vie contre les forces de mort, etc. etc. Alors, Arsenal va paraître pendant un an, va proposer une série d'articles sur la pensée maurassienne, etc. Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est que, et là le contraste, quand on lit, et quand on met côte à côte de la même époque, Aspect de la France et Arsenal, on est dans deux univers qui sont en train de s'éloigner de plus en plus. Parce que de quoi parle-t-on dans Arsenal? On parle de société de consommation, d'aménagement du territoire, de pollution, de la Chine maoïste, c'est à la mode, de la question de l'avortement, des ismes hostiles, de la musique traditionnelle. On trouve une superbe interview d'Alan Stivell, qui est en train de devenir, à l'époque, il a fait son concert de l'Olympia, donc c'est quelque chose d'important. On étudie les penseurs marxistes, Althusser, Garaudy, Jacques Maritain du côté catholique, Ellul, etc. Bref, il y a
un élargissement très important des références. Maurras est cité, commenté, analysé, respecté, mais il n'est plus seul. Et il est de moins en moins seul. Et surtout, on constate dans Arsenal la promotion de toute une série de références qui ne comptent pas forcément dans le panthéon des droites nationalistes de l'époque. Et avec ces droites nationalistes, les conflits deviennent de plus en plus brutaux et Bertrand Renouvain, qui signe Bertrand la Richardet, je pense que c'est vous, s'en prend par exemple très durement à Bardèche, et il s'en prend aussi à ce moment-là à un tout autre courant qui lui aussi a le vent en poupe et qui procède, alors qui d'ailleurs est né un peu avant 68, mais qui se développe à l'époque, qui est la Nouvelle Droite, Alain de Benoît, etc. Donc on a véritablement un moment extrêmement intéressant dans une revue qui dure un an. Bon, j'aurais dû vous l'amener, c'est une petite revue noire, mais qui, à mon avis, est matricielle dans la maturation qui s'opère. Alors, justement, cette nouvelle action française, elle a non seulement rompu avec la maison mère, mais elle est en train de rompre avec le monde des droites nationalistes. Alors, là aussi, cette rupture n'est pas une rupture brutale. Elle va s'étaler dans le temps, car à ce moment-là, on continue encore à rendre hommage à Jeanne d'Arc. On prend quand même des distances avec l'héritage Algérie française, mais on va tout de même garder, dans un premier temps au moins, un certain nombre de réflexes, d'attitudes, de sympathies, avec quand même quelques figures. Mais on sent bien que cette nouvelle action française est déjà à l'étroit dans sa dénomination elle-même, qui est la nouvelle action française. Est-ce que finalement cette nouvelle action française correspond véritablement à ce que pensent ces acteurs? Ce n'est pas si évident. C'est justement ce que je vais voir maintenant en soulignant que, pour le coup, la chronologie politique générale n'est pas finalement directement liée à l'évolution dont je vous parle. Je parle de chronologie générale, je ne peux pas évidemment ici oublier 1974. La présentation de Bertrand Renouvain à l'élection présidentielle, une présentation intéressante. Parce que c'est sans doute à ce moment-là que la NAF est en train de larguer de plus en plus les amarres avec les droites nationalistes. Je rappelle qu'à la même époque, alors, les scores sont très faibles de tous les côtés, mais Jean-Marie Le Pen se présente pour le jeune Front National et la Nouvelle Action Française donc, présente Bertrand Renouvain. Alors il est très violemment attaqué, bien entendu, dans l'Action française, mais Renouvain riposte. Il dénonce ses prétendus maurassiens. Alors, vous imaginez la tête de Pugeot. Les plus jeunes ne voient pas qu'il est Pugeot, mais bon, quand même, les prétendus maurassiens, il dénonce les éditions de la Table Ronde, le sous-catéchisme qui se prétend d'Action française, etc., etc. Mais on voit bien que la situation est en train de se dégrader et progressivement, après les municipales de 1977, eh bien, on va assister à la transformation de la NAF en nouvelle action royaliste. Alors, ce qu'il est important de noter ici, c'est que cette nouvelle action royaliste qui se crée à l'époque, elle est à la fois une forme de clarification, je crois que les choses sont importantes à dire ainsi, mais elle aussi, elle atteste d'une volonté également encore d'élargissement, de montrer que l'histoire n'est pas finie. Et de ce point de vue, je dirais que l'histoire n'est pas finie, en particulier par rapport à Maurras et à son héritage. Parce que la rupture, alors là, définitive, le meurtre du père, disait Clavel, n'exagérons peut-être pas, je ne sais pas, vous me direz s'il y a eu un meurtre du père, mais ce qu'on lit quand même dans ce
votre plume, c'est que on a de toute façon une rupture consommée. Et je voudrais en particulier citer ici alors un texte de 10 ans encore postérieur, publié par Bertrand Renouvain, alors dans une revue très intéressante, qui est aussi une revue d'historiens, qui est la revue 1900, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte, qui s'intitule « Maurras le fondateur ». Maurras le fondateur, un texte extrêmement intéressant. Et dans ce texte Maurras le fondateur, qu'il faut évidemment lire par rapport à celui de la thèse, etc., on a, sous la plume de Bertrand Renouvain, une interprétation de la pensée de Maurras, évidemment tout à fait différente de celle qui était dispensée dans les années 1970. Car cette pensée ici, elle est interprétée sous l'angle de l'anti-individualisme, sous l'angle du holisme, et Bertrand Renouvain souligne qu'on est en présence, je cite, d'une vision totalisante et politique, absolutiste, qui constitue un programme cohérent, réactionnaire au sens strict du terme. C'est-à-dire que l'autre Maurras, le Maurras possiblement révolutionnaire, adaptable, etc., a cette fois-ci complètement disparu. Et dans ces conditions, évidemment, la nouvelle action royaliste se situe, bien entendu, cette fois-ci définitivement, non seulement à l'écart des droites nationalistes, mais en opposition tout à fait directe avec elles. Alors, si on observe les années 1970-80, de l'autre côté, je reviens, puisqu'on parle des monarchistes, je reviens au canal historique, à la Restauration nationale, à l'aspect de la France, etc. Bien, ce que l'on constate, c'est que la NAF, la naissance de la NAF, évidemment, a contribué à affaiblir une maison qui était déjà chancelante, mais ce n'est en quelque sorte qu'un début, car si on observe l'histoire de cette restauration nationale et l'aspect de la France durant les années 70 et pratiquement jusqu'en 1980, on constate qu'elles sont minées par toute une série de dissidences. Toute une série de dissidences, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je me contenterai de trois choses. D'abord, de souligner que durant les années 70, aspect de la France, la Restauration nationale mène un certain nombre de campagnes sur des enjeux très ciblés, la dénonciation bien entendu du giscardisme, mais aussi leur grande affaire, c'est le maintien de Mayotte dans la souveraineté française et le combat contre l'élection d'un Parlement européen au suffrage universel. Donc il y a des combats extrêmement précis, mais c'est évidemment quelque chose d'important, mais relativement limité. Le plus important, c'est sans doute d'avoir à l'esprit que ce monde de la Restauration nationale éclate en une série d'entités régionales. Alors, il y a une multitude de petits mouvements qui se créent. Alors, j'ai dans mes archives toute la presse de ces différents courants. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je soulignerai quand même, malgré tout, l'importance de ce qui s'opère et de ce qui s'observe, par exemple, dans le sud de la France, avec un hebdomadaire qui, lui, compte dans toute cette nébuleuse, c'est l'hebdomadaire « Je suis français ». Je suis français, alors qui est intéressant parce que, je dirais que c'est l'antinaf antinard. C'est-à-dire qu'il est à la fois en rupture avec l'héritage de la Restauration nationale, mais il demeure tout à fait, pour parler le langage, tout à fait droitier. Tout à fait droitier à la fois par ses soutiens, et là, Jean-Louis Weber, Gérard Paul arrivent à faire venir et à faire intervenir toute une série de plumes ou de figures, soit anciennes, on retrouve évidemment Pierre Debré, Jacques Pancard-Lassac, etc., mais des figures en même temps relativement, comment dire, médiatisées à l'époque, hein, Jean Dutour, Philippe de Saint-Robert, Boutan, etc., Jean Raspail, Michel Mort, et un certain nombre d'autres. Il y a même
Jean Hernalier, qui joue un rôle important, qui mériterait d'ailleurs un travail à lui tout seul, qui est un anti-giscardien convaincu, l'auteur d'un pamphlet qui s'appelle La lettre au commun froid. Et il y a aussi un autre personnage, alors qui a aussi ses entrées à l'ANAR, bien entendu, c'est Marcel Julien. Marcel Julien, qui est le PDG de l'Antenne 2, qui est un anarchiste, et qui va, à ce moment-là, jouer un rôle important dans un épisode qui est tout à fait essentiel, qui est, d'une part, comment dire, la transition démocratique en Espagne avec la figure de Juan Carlos. Alors, Juan Carlos aujourd'hui a tous les problèmes que nous connaissons, mais à l'époque, Juan Carlos est considéré comme un véritable espoir pour les monarchistes français, je dirais quels qu'ils soient, avec évidemment des présupposés différents sur le monarque espagnol, et donc Juan Carlos est régulièrement célébré. Mais autre élément intéressant, c'est que en 1979, va être publié un livre qui figure d'ailleurs ici, qu'on aurait pu montrer à la caméra. C'est donc le livre du comte de Paris, Mémoires d'exil et de combat, qui a dans la France de ces années-là, qui connaît dans la France de ces années-là un succès absolument remarqué. Alors un succès absolument remarqué, mais je dirais un succès ambigu. Un succès ambigu, pourquoi? Parce que quand on regarde la presse obtenue par ce livre et les entretiens que peut donner à l'époque le comte de Paris, eh bien, on constate qu'il est sollicité absolument partout. Quand même, Figaro, Le Point, l'Express, etc. Quand on regarde la presse royaliste, monarchiste, qu'elle soit Aspect de la France, ou même qu'elle soit d'ailleurs l'ANAR, qui s'en tire d'ailleurs habilement à l'époque, qui s'en tire habilement, je vais vous dire pourquoi dans un instant, eh bien, le prince ne donne pas directement d'entretien. Il laisse reproduire un certain nombre d'interventions, et c'est vrai que dans l'ANAR, il est intéressant de noter qu'on reproduit en particulier les principales déclarations du comte de Paris. Donc il est en couverture, on peut avoir le sentiment en lisant le numéro que c'est une interview du comte de Paris, c'est pas tout à fait ça, mais malgré tout, c'est sans doute ce comte de Paris le seul dénominateur commun que l'on peut observer entre les différentes sensibilités d'un royalisme français qui, il faut bien le dire, est complètement éclaté à la fin des années 70. Alors, encore une fois, il y a l'opposition entre l'ANAR et les autres, mais l'ex-canal historique, lui, est tout aussi divisé. Alors, ce royalisme, en même temps, je reviens un instant à Je suis français. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Je suis français avait, à travers l'Union, la Fédération provençale, avait essayé, et ça, mon collègue et ami Umberto Guccetti l'a bien montré, avait essayé de renouer avec un royalisme populaire, c'était leur grande idée. Alors, une idée qu'ils avaient reprise, acclimatée des mouvements carlistes espagnols. Ils étaient allés sur place et ils avaient ramené et développé cette idée à travers toute une série de cérémonies annuelles qui se déroulaient au Beau. Les Baux de Provence ont été pendant quelques années, un lieu tout à fait important de célébration d'un royalisme populaire, drainant un certain nombre d'intellectuels, d'orateurs qui sont venus y parler. Alors, le comte de Paris, évidemment, n'est jamais venu au Beau, mais Marcel Julien avait envoyé un certain nombre de textes, donc, de ce point de vue, il y a pu y avoir en juin 1979 au Beau, une grande journée avec un mot d'ordre, instaurons la monarchie. C'était le texte qu'avait envoyé Marcel Julien au Beau.
Alors, on installe la monarchie avec, évidemment, en arrière-plan, l'exemple espagnol qui revient régulièrement. Alors, je vois malheureusement que l'heure tourne, on est aux 3/4 d'heure, donc je vais bientôt conclure, pour souligner qu'au tournant des années 1980, on le voit bien, ce monde monarchiste est éclaté. Et je dirais que cet éclatement a continué. Cet éclatement a continué en ce sens que jamais, évidemment, Lamarre et les autres ne se sont véritablement rapprochés, sauf peut-être à, d'une certaine façon, s'attacher les uns comme les autres à un certain nombre d'épisodes qu'ils ont pu, malgré tout, commémorer et aborder autrement. Je pense en particulier à toute la question du millénaire capétien, qui a mobilisé incontestablement les uns et les autres, et alors là, avec des regards différents aussi, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, le bicentenaire de la Révolution française, qui a été, alors là, pour le canal historique, qui entre-temps s'était quand même remis d'équerre avec l'arrivée d'une nouvelle génération, qu'on avait appelée la génération Maurras, n'exagérons en rien, mais quand même des revues comme Réaction, etc., avaient été à l'époque assez marquantes dans la jeunesse, notamment la jeunesse étudiante, et ce courant, ce canal historique, si je puis dire, avait pu récupérer, reprendre à son compte un certain nombre de thématiques. Un certain nombre de thématiques, de travaux, en particulier menés à l'époque sur les questions vendéennes, etc. Et revenir à travers donc la dénonciation de la politique révolutionnaire en Vendée, assimilée à un génocide franco-français, revenir véritablement sur le devant de la scène pour dénoncer évidemment les martyrs de la Révolution française. Et de ce point de vue, je terminerai là-dessus sur une image, évidemment, c'est cette célébration du 21 janvier 1993, 5000 personnes sur la place de la Concorde, donc le lieu même où le monarque avait été guillotiné. Alors, qui sont ces 5000 personnes? On pourra y revenir. Elles sont assurément de sensibilités différentes quant à leurs orientations politiques, très probablement, mais on peut tout de même considérer que cette présence en 1993 montre que la foi royaliste a encore, à ce moment-là, est capable de mobiliser au-delà de groupuscules. Voilà, je vous remercie. Donc, le débat est ouvert, chers amis, je vous en prie. Alors, Pierre-Henri? Je commence par une question qui permettra peut-être d'évacuer ce sujet-là, qui n'est pas l'objet de la conférence, mais c'était une question de curiosité. Vous avez donc évoqué le royalisme issu d'Action française, en fait, du maurrassisme, et j'aurais voulu savoir si, pendant la période qui a été couverte, c'est-à-dire de mai 68 jusqu'au bicentenaire de la Révolution, on observe aussi des frottements idéologiques, des ruptures dans l'autre courant dit légitimiste du royalisme. Oui, alors là, oui, j'en ai pas parlé, alors là, c'est une... Oui, alors là, on est dans le... Oui, bien sûr. Je connais moins. Alors, non, écoutez, alors là, je vous invite à lire... Bon, c'est un livre déjà ancien, mais assez nourri sur cette période, quand même, le livre de Patrick Louis, sur l'histoire des royalistes, où vous trouverez effectivement un certain nombre de choses. Alors, il y a effectivement du tirage aussi chez les légitimistes, mais bon, disons qu'ils pèsent quand même assurément moins que les gens dont nous parlons, même si un certain nombre d'enquêtes sont conduites pour savoir qui se raccrocherait à tel courant ou à tel autre. Mais ce qui m'apparaît quand même vraiment ressortir de cette histoire, si vous voulez, c'est effectivement d'un côté Lamarre qui suit sa propre évolution, et bon, là j'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails de Génération Maurras, etc., mais
la capacité quand même de renouvellement à un moment donné, mais c'est toujours la même histoire, hein, d'une action française, canal historique qui va se renouveler, mais qui va ensuite générer de nouvelles dissidences, etc., mais qui va être aussi en mesure de peser sur un certain nombre de combats, et pas seulement l'affaire du bicentenaire. Hein. Je pense en particulier, alors là ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais ça a beaucoup occupé à l'époque, et pas seulement chez les gens d'Action française, tout ce qui a été l'affaire Boudarel, voilà, qui a été un moment de mobilisation important. Je rappelle, Boudarel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un personnage qui était un universitaire jussieu et qui avait, pendant la guerre de Chine, qui s'était occupé d'être instructeur communiste dans les camps prisonniers français. Voilà, donc si vous voulez, ça avait été, alors là, pour le coup, le Front National s'était mobilisé aussi, bien entendu, et là, rejouait tout un front intéressant, montrant d'ailleurs que la guerre de Chine n'est pas aussi oubliée à l'époque qu'on pourrait le penser. Et le poids de l'anticommunisme, évidemment, joue évidemment beaucoup. Oui, alors, bon, Bertrand, oui, allez-y. Oui. Non, vous avez parlé des différents fondateurs, ils ont tous des itinéraires différents, mais il y a quelqu'un qui nous a tous intéressés, c'est Pierre de Brès, complètement oublié, et qui a quand même, d'après son nom sur Wikipédia, il a une très très longue fiche. C'est quelqu'un qui a un itinéraire qui était donc qui tenait la rubrique des idées dans Aspect de la France, mais qui venait de la résistance. Il avait été l'un des manifestants du 11 novembre 1940, il avait fait de la résistance, il était ensuite devenu compagnon de route de l'Union soviétique, président ou secrétaire général de Fransur, ce qui était quand même quelque chose de très affirmé par rapport aux soviétiques. C'était un progressiste chrétien, qui écrivait un témoignage chrétien, donc vraiment quelqu'un de très affirmé, qui à la suite d'une discussion avec Pierre Boutan devient chroniqueur à Aspect de la France et rejoint donc ce journal. Mais où il occupait une place tout à fait singulière, parce que justement, dans ce milieu quand même très éteint, poussiéreux, il apportait toute la réflexion sur les pensées du moment. C'est lui qui nous a fait lire Castoriadis, Claude Lefort, qui étaient les grands adversaires de gauche du marxisme officiel, et tant d'autres penseurs, Baudrillard, etc. Donc, en fait, et les sociologues américains également, Lewis Mumford, Vance Packard et tant d'autres, David Riesman, tous ceux en fait qui préparaient ce qu'on a appelé l'esprit mai 68. Et quand 68 est arrivé, effectivement, on a compris ce qui se passait parce que ces livres-là, ces auteurs-là, ces critiques de la société de consommation, on les connaissait aussi bien que les gens qui étaient avec les gauchistes, avec une absence totale de culture marxiste chez nous, même si on avait lu, comme tout le monde, Marx et Lénine au cours de nos études. Donc, mais il a donc joué un rôle très important, et aussi il nous a donné de très bons conseils. Il ne nous a pas suivis à la NAF, mais il nous a même dénoncé Carteron, de gamins gauchistes, tout ça. Mais avant ça, il nous avait quand même donné des conseils qu'on a suivis, et on lui en est toujours reconnaissant. Et il nous avait dit, créez tout de suite un mouvement, faites pas comme Boutan, créez tout de suite un mouvement, et surtout ne vous fixez pas dans la querelle avec les autres. Faites une mise au point, ce qu'on a fait, numéro 4 de la Nouvelle Action française, on a fait une mise au point voilà pourquoi on est parti, on a expliqué, et après on n'a plus jamais parlé d'eux, et on a fait notre chemin sans justement entrer en rivalité avec les autres, ce que font tous les scissionnistes, hein, du Front National, etc. Ils règlent des comptes permanemment, ils s'accusent d'être des policiers, etc. Bon. On a donc laissé tomber, et ça c'était l'un des deux conseils que Pierre de Brès nous a donné, qui était tactiquement très intéressant, mais surtout il y a eu son influence intellectuelle, qui, pour Gérard, pour moi, pour tous les fondateurs
de la NAF, ça a été vraiment une pensée décisive, raccordée aussi à ce qu'on pouvait apprendre pendant nos études. Voilà. Mais j'avais complètement oublié l'article de Gilbert Combe dans Le Monde. Je ne me souvenais absolument plus de ça, pas du tout. Alors, sur Pierre Debré, je rajoute un mot, effectivement, j'en ai pas parlé parce que, bon, alors pour le coup, Umberto Guccetti avait fait un travail sur ma direction à propos de Pierre Debré, donc effectivement, qui est une figure essentielle. J'ajouterais deux choses pour compléter ce que vous dites, Bertrand. C'est que ce que vous dites de Pierre Debré, un Jean-Louis Weber dit exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire l'importance, effectivement, qu'a eu ce personnage dans la formation, effectivement, de toute une génération. Mais je dois dire que ce qui est effectivement assez frappant, c'est d'observer qu'au moment de l'affaire de la NAF, il va être, là, pour le coup, plutôt brutal et plutôt hostile. Et quand je dis plutôt, c'est... Je fais mise en universitaire. Et c'est un peu curieux, parce que, pour le coup, quelqu'un comme Georges-Paul Wagner, par exemple, vous soutient sans problème, va partir en 74. Oui, mais enfin, il est quand même là en 71, 72, 73, il est dans Arsenal, etc. Puis voilà, Georges-Paul Wagner est là en disant ça ne peut plus durer, c'est complètement bloqué, ça ne fonctionne plus du tout. Je pense qu'il y a pour Debré sans doute un problème de génération, c'est possible. J'ai du mal à comprendre. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il est embarqué dans une toute autre histoire, puisque sa grande affaire, c'est la question des silencieux de l'Église, sur laquelle a travaillé également Umberto Guccetti. C'est la question des silencieux de l'Église, mais là aussi, bon, on voit quand même assez mal, alors qu'il a parfaitement compris, par exemple, justement avec les silencieux de l'Église, comment arriver à positionner son mouvement par rapport à la foi, à des éléments traditionnalistes, mais à des éléments Vatican II, en travaillant toujours sur le terrain, parce qu'effectivement, la grande affaire de Pierre Debré, c'est ça. C'est le terrain, et je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas les silencieux de l'Église, que ce que fait Debré, c'est à la fois, il prépare régulièrement, semaine après semaine, toute une série de textes qui doivent permettre évidemment de faire un jeu de questions-réponses vis-à-vis des adversaires, et il demande aux militants d'aller sur place. Il y a toujours un travail de présence, d'où effectivement ce que vous disiez, la question de l'organisation, l'orga, comme on dit dans les milieux de gauche. L'orga est importante, alors que, effectivement, de l'autre côté, elle l'est beaucoup moins. Je peux te poser une question? Comment Debré vivait l'existence de Xavier Vallat dans les locaux de... Ça, c'est toute une... mais il ne se voyait pas. Écoute, moi je les ai déjà vus dans les camps qu'on faisait en été. Xavier Vallat venait et Debré était là. Je ne me souviens plus de Xavier Vallat dans les camps. Il n'a pas été en camp, toi. Non, mais parce qu'il ne vivait plus à Paris, il vivait dans l'Ardèche. Il avait un âge certain. Il était... Sur l'histoire de Xavier Vallat, de toute façon, c'est bien avant mai 68 que ça, le problème se pose à la F. Oui, mais je peux... Non, oui, c'est bien avant. Mais je demande comment ils arrivaient à cohabiter. Mais ils cohabitaient mal. De toute façon, il y avait dans Aspect de la France, il y avait des gens qui étaient des vichistes, comme Louis-François Auffon, qui était le frère de l'amiral, etc., qui était à des années-lumière. Oui, mais enfin, Xavier Vallat, c'était quand même quelqu'un qui a fait des choses. Également à des années-lumière. Non, mais je sais bien, mais ces gens-là étaient à des années-lumière. Les itinéraires de Auffon, de Vallat ou de quelques autres, et celui de Debré. Eh bien, ça, c'est une question qu'il aurait fallu pas poser à Pierre Debré. C'est très difficile de répondre. Il y a eu des conflits internes autour de ce qu'on appelait le Sancolabo. Il y a eu des éjections, maintenant je ne me souviens plus, vers 65-66. Juel nous avait, le secrétaire général de
l'organisation Pierre Juel nous avait mobilisés justement contre le clan Collabo, et il y a eu une première charrette de gens qui... bon. Et puis, à une autre époque, il y a eu, on appelait ça des charrettes, il y a eu une deuxième charrette, mais c'était en 69 ou 70, quand Vallat et les autres sont partis sous la pression de notre pression, justement. Il y a eu également des départs. Mais c'était déjà la précision. Je ne me souviens plus des dates, hein, c'est comme... Et dans les fondateurs, il n'y avait pas Arnaud Fabre? Si, bien sûr que si. Dans les fondateurs de la NAF, il faut penser que les jeunes gens qui nous écoutent. Hein. Oui, je n'ai pas cité, oui, bien sûr. Dans les fondateurs à l'origine, quoi. Ah non, Olivier a cité 3 personnes, bon, Yvan, Gérard et moi, mais on était quand même un certain nombre de rédacteurs et de militants et d'animateurs des équipes de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs. Il y a des gens d'une génération plus ancienne qui nous ont suivis, comme Georges-Paul Wagner, Yves Le Maignan, Jacques Baume, qui était... Oui, non, mais j'ai pas voulu, vous savez, c'est... accumuler les noms. Non, mais parce que c'était un jeune homme aussi. Ah oui, non, mais absolument. Non, mais dans l'équipe jeune, il y avait un nombre quand même important de personnes qui venaient terminer leurs études ou qui étaient de jeunes profs comme Arnaud Fabre, Michel Diraud, etc., qui ont joué un rôle tout à fait important. Ce n'est pas 3 personnes, hein, sinon on n'aurait rien pu. Surtout devant des gens qui étaient quand même des professionnels du militantisme comme Pierre Juel. C'était quand même sérieux d'affronter des gens comme ça. Hein. Donc voilà. Bon, je crois même qu'Arnaud Fabre était le rédacteur en chef des dossiers de la française. Absolument. Je crois bien. Tu as raison. Non, mais je fais peur. On a beaucoup parlé. Oui, non, mais tu as raison. Il y avait hier le Cagné sur les départ, et oui, bien sûr. Il y a plein de gens. Si on citait tous les gens. Non, mais Arnaud Fabre me semblait assez... Oui, non, mais vous avez raison. C'est d'ailleurs pas un oubli, il était dans mes notes, mais bon, voilà. Nous sommes d'accord. Du coup, question d'un internaute. Dans les années 70 du giscardisme, n'y a-t-il pas tant à l'ANAR que chez les maurassiens un même rejet de la construction européenne, en particulier une hostilité commune avec l'élection au suffrage universel du Parlement européen? Vous en avez parlé. Oui, ça me paraît assez clair. C'est un point commun. Ils ont d'ailleurs lancé une série de pétitions, d'actions. Mais tout ça d'ailleurs se croise avec la publication des mémoires du comte de Paris. Donc si vous voulez, au moment des élections européennes, voilà. Mais oui, ça fait partie effectivement des prises de position, alors qui sont d'ailleurs des prises de position anciennes. Hein. On ne va pas revenir à la CED 1954, etc. Mais dans tout ce qu'on appelle effectivement le souverainisme, le rôle des militants monarchistes, j'allais dire dans leur diversité, joue un rôle important. Ce point est important, c'est incontestable. Est-ce qu'il n'y a pas une logique dans toute cette histoire? C'est que les dissidences, et il n'y en a eu pas seulement, ne pas parler seulement de l'action française, mais dire celle et autres, ne cherchent pas au bout d'un moment à se recréer une identité. Si on prend l'exemple de celle de Valois, par exemple, qui n'est pas une dissidence identique, puisqu'il se sépare tout à fait différemment, mais enfin, quand même, il va plonger au nom du socialisme, d'ailleurs, dans le fascisme. Il va prendre une copie sur le fascisme mussolinien. Hein. Et il va se créer une identité très, très particulière, après. Si on prend l'exemple de Bhoutan, c'est la même chose avec la nation française. Hein, pour prendre oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'était pas logique que la NAF, venant de ces milieux royalistes, conservateurs, maurassiens, avec des éléments plus violents, plus trublions, disons, hein, est-ce qu'il n'était pas logique qu'elle évolue? Je me demande. Hein. Non, mais tu as raison, mais alors si tu veux, Valois, je précise peut-être, c'est une dissidence de 25. Hein. Donc, après les élections
manqué 1924. Valois, effectivement, va s'en aller et va fonder le Faisceau, donc le premier parti fasciste français en 1925. Et alors, c'est d'ailleurs compliqué parce que Valois considère qu'avant Sternel, que le fascisme est né en France. C'est ce qu'il explique d'ailleurs à Mussolini quand il rencontre et l'autre lui dit bon, qu'importe. Mais ce qui me paraît intéressant dans la NAF, et revenons-y, c'est que quand Valois s'en va, il rompt avec l'Action française, et il ne cherche absolument pas à montrer qu'il est plus maurassien que les maurassiens qui restent. Et là, je dirais que la NAF ressemble, cette scission ressemble un peu à ce qu'on a pu observer chez les communistes, les dissidents communistes, quittant le parti en disant mais en fait c'est le parti qui se trompe, c'est nous qui avons raison, c'est nous qui sommes les vrais communistes. Et ensuite, voilà. Et je trouve que ce qui est intéressant dans l'histoire de la NAF, et c'est pour ça que je parlais d'Arsenal, c'est finalement toute la réflexion théorique qui est menée sur la pensée maurassienne. C'est-à-dire que c'est pas une rupture uniquement avec une figure tutélaire, et j'ai presque envie de dire que les autres, en réalité, n'ont jamais vraiment rompu. C'est-à-dire qu'ils ont rompu, mais tout en continuant à en parler perpétuellement. Valois était toujours obsédé par Maurras des années après. Rebattait, Paulan raconte qu'il en parle constamment. À la NAR, il n'en parle plus, et je n'ai pas le sentiment, mais là je me tourne vers, que Maurras soit resté une figure obsessionnelle. Voilà, c'est, je pense, toute la différence. Toute la différence, c'est là, pour le coup, il y a un véritable aggiornamento idéologique qui s'est opéré, qui s'est fait progressivement. Hein. Ça s'est évidemment rapproché d'un point de vue chronologique. Bon, bah, moi, je vous dis 71, 74, etc. Ça, oui, mais ça prend quand même des semaines et des mois. Tout ça s'est fait au rythme d'une réflexion, et c'est cette réflexion qui, effectivement, débouche sur autre chose, parce que finalement, c'est le constat d'une impasse et la marche en avant vers autre chose. Par rapport à ce que vous dites avant de repasser la parole à Guillaume, oui, le retour aux sources, au vrai Maurras, c'est l'esprit du temps. Parce que tout le monde fait à ce moment-là un retour à Marx. Oui. Althusser, il y a des tas de gens qui essayent de retrouver le vrai Marx derrière les ossifications idéologiques de... Et le jeune Marx, d'ailleurs, comme le jeune Marx. Le jeune Marx, on retrouve le jeune Maurras. Eux, ils ont... en général, ils ont abandonné, tandis que nous, on a fait autre chose. Oui. Mais sinon, la démarche est la même. Il y a un autre point qui a été un point de rupture également dans les années 69, c'est mon article sur la mort du général de Gaulle, que je trouve nullissime aujourd'hui. Je m'en souviens vaguement avec consternation, mais il avait provoqué un immense scandale. Et je m'étais fait traiter de gaulliste, etc. Et là, on a commencé vraiment à discuter sur ce plan-là, et ça s'est amplifié après, y compris à la NAF, puisqu'il y a eu des scissions aussi hein, dans les premières années. Il y a eu des scissions importantes. Maître Wagner est parti, en même temps que lui, Nicolas Gayakis, qui était un ancien de l'OS, qui était un des dirigeants de l'OS jeune, en métropole, officier parachutiste, etc. Ça a été très violent. Il m'avait accusé d'être une barbouze gaulliste, en plein comité directeur, tout ça. Et puis on les a éjectés, hein, clairement. Mais ça a été, il y a eu d'autres scissions, la scission des sociologues, qu'on appelait des grenouilles, etc. Donc il y a eu aussi des scissions nées des déceptions des débuts qu'on pensait beaucoup plus rapides, en progression, etc. Et puis de problèmes de fond, la question du gaullisme, effectivement, où les anciens de l'OS ou les sympathisants de l'Algérie française ont été éjectés. Tout en menant, nous seuls d'ailleurs, sur le plan politique, la campagne pour les harkis. On a organisé toute la campagne, la première campagne de protestation des harkis, je crois que c'était en 1973, on en parle dans ce numéro spécial. Donc voilà, mais la question du gaullisme s'est posée bien avant la scission. Et de façon extrêmement conflictuelle, parce que ça a heurté quelques remarques, heurté de front la tradition très anti-gaulliste et pétainiste
cette maison. Voilà. Oui, Guillaume, pardon. Excusez-moi, c'est que je vais répondre à mes questions, et c'est pas grave. Mais j'ai d'autres questions. Oui. Alors, quelles ont été les influences des divers courants monarchistes à l'extérieur du milieu royaliste dans les années 70-80? Ça vous songeur. Non, mais j'essaie de réfléchir. J'ai envie de vous dire que d'un côté, si vous voulez, ce que j'appelle le canal historique est tellement occupé à régler ses propres problèmes que voilà, il y a autre chose à faire que de se préoccuper du reste. Sauf que tout de même, et c'est quand même ce qu'on observe à travers les mots, etc. C'est une capacité quand même alors, à attirer, évidemment, des gens qui sont des sympathisants de la cause, on est bien d'accord, mais tout de même à réussir, davantage que par exemple aux Essarts en Vendée, à drainer du monde, même si on reste dans ce milieu, effectivement, assez large des droites et même des droites nationalistes. Ça, c'est un point qui me paraît important. Je dirais que c'est davantage révélateur dans les années 80, avec effectivement le millénaire capétien, le bicentenaire, et là où ça commence à jouer aussi un rôle important, c'est en 1992 avec Maastricht. C'est-à-dire qu'entre, vous avez 87, le millénaire capétien, 89, donc le bicentenaire, 92, Maastricht, il y a, pour le coup, quelque chose qui s'opère autour d'un... Chez les uns, c'est la génération Maurras, chez les autres, c'est quand même, à travers ce combat en particulier contre Maastricht, une capacité ou une volonté de peser sur un sujet global, et d'importance. Alors, ça, je crois que la dimension, l'histoire du souverainisme qui reste à écrire. S'il y a des jeunes apprentis historiens qui nous écoutent, à terme, il faut absolument travailler sur ce sujet qui ne l'a pas été ou qui est, à mon sens, tout à fait caricaturé. Et je crois que dans cette histoire, qui est une histoire compliquée, parce qu'elle mêle un certain nombre d'acteurs différents, cette histoire divise des familles politiques, et notamment les gaullistes, mais je crois que du côté des monarchistes, je ne sais pas ce qu'en pense Bertrand, mais ça a été quand même un levier, me semble-t-il, ces quelques années. Non, enfin, je sais pas. Non, mais je me souviens de... je voudrais dire quelque chose de concis. Le millénaire, d'abord, on ne l'a pas vécu comme une opération monarchiste. On l'a vécu comme un phénomène quant à l'identité historique, c'était quand même un ensemble de manifestations qui étaient faites officiellement par l'Élysée, et avec le comte de Paris, et ça s'est noué d'ailleurs entre l'Élysée et le comte de Paris. Le préfet Cyril Schott l'a raconté dans un livre. Il était délégué représentant de l'Élysée auprès du comte de Paris pour tout cela. Donc nous, on l'a vécu comme cela, comme quelque chose une manifestation, un ensemble de manifestations de l'unité nationale, de la conscience historique de la nation autour de ce millénaire. Et justement, plutôt de la conciliation des grandes traditions du pays. On était content que ce soit Mitterrand qui fasse cela avec le comte de Paris. Même chose pour le bicentenaire. Le comte de Paris, et d'ailleurs son fils aîné également, ont été invités à toutes les grandes cérémonies. Nous en souvenons, le comte de Paris était à l'Arc de la Défense, je crois. Il était à Valmy, en tout cas, avec Mitterrand, qui l'a pris dans sa... Enfin, voilà. Mitterrand avait souhaité que la famille de France soit complètement associée. Donc, là aussi, on l'a vécu comme un moment important de réflexion sur la Révolution. On a fait un colloque avec un certain nombre d'historiens sur le sujet, mais pas du tout comme, justement, le règlement de compte autour de 89, etc. De toute façon, 89 était intégré déjà dans notre réflexion historique. Et voilà.
Alors Maastricht, pas du tout, puisque nous, on a appelé à voter oui à Maastricht, avec les gaullistes de gauche, hein, avec Frédéric Grindel, avec un certain nombre d'autres gens. Bon, c'est une position qui n'a pas toujours été comprise. Ni partagé. Ni partagée. Au sein même mais bien sûr, donc, je crois que je le réécrit dans le numéro spécial. Non, c'était une position difficile à défendre. C'était un non à l'Allemagne, en fait. Le oui à Maastricht, c'était un non à l'Allemagne. Ce que l'Élysée ne pouvait pas dire, mais ce que nous disions nous, parce qu'on avait justement nécessité d'encadrer l'unité allemande que nous n'avions pas souhaité et que l'Élysée ne souhaitait pas non plus, par un traité. Bon. Et on estimait que la partie économique était jouée. Alors on ne va pas reprendre ce débat, en tout cas, on n'a pas... après, on a fait la campagne en 2005, contre la Constitution, etc. Et on avait protesté contre le marché unique européen en 86. Donc voilà, c'est un moment compliqué. D'ailleurs, le comte de Paris, lui, avait appelé à voter non au traité de Maastricht. Voilà. Donc, en tout cas, quant à la question de mémoire, on a vécu ça plus sur le plan d'une politique de l'unité. Quant aux mémoires du comte de Paris, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Il n'était pas question d'interviewer le prince, mais à ce moment-là, les thèmes de campagne étaient en soutien complet sur l'affaire d'Arlan, etc. On avait retrouvé des témoins directs. On avait tout fait justement pour bien accompagner, en fait, si je puis dire, la campagne de promotion du livre. Le reste ne se dit pas comme ça devant un écran. Oui. Prochaine question. Dans les premières années de la NAF, n'y a-t-il pas aussi une volonté de renouer avec la pensée et l'action du comte de Paris, donc, puisque ça fait suite à la question. En 1975, le livre de Philippe Vimeux, où le comte de Paris et la passion du président. Pardon. Oui, bien sûr. L'un des objectifs quand on a créé la NAF, c'était de savoir ce qu'il en était du comte de Paris, puisque dans l'action française, c'était un point oméga, une abstraction pure, en général complètement en désaccord total avec la ligne du mouvement sur tous les sujets. On dit, à quoi servons-nous? Qui est-il? Comment est-il? Comment race bon, l'héritage contre l'héritier. Effectivement, on voulait savoir. La campagne présidentielle a été compliquée parce qu'il ne fallait pas l'engager. Bon, voilà. Et on avait déjà des premiers contacts avec l'entourage du comte de Paris. Le livre de Philippe Vimeux a été majeur puisque c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le principal conseiller du comte de Paris, M. de Longré-Montier, que je suis allé voir avec Philippe Vimeux. Et c'est après que, sur le rapport de M. de Longré-Montier, le comte de Paris m'a reçu et a reçu après un très grand nombre de militants et de sympathisants de la NAF et également d'intellectuels. J'avais emmené Clavel, notamment, revoir le prince, Pierre Moutan aussi, et bien d'autres. Et les gens de la NAF comme moi ou comme comment ils s'appellent, qui ont travaillé auprès de lui. Oh oui, ça c'était notre... oui, il y a des gens de la NAF qui ont travaillé directement auprès du comte de Paris pendant un certain temps. Donc ça a joué beaucoup dans notre évolution politique et intellectuelle. On l'a connu de près, puis on a connu un homme qui avait vécu beaucoup de choses dans l'histoire du pays. Hein, oui, c'est intéressant d'écouter. Qui naturellement avait approuvé chaleureusement la création de la nouvelle action royaliste. Il m'avait dit, oui, bien sûr, faites-le. Vous n'avez plus rien de commun avec ces gens-là. Enfin, contentieux était ancien. Le contentieux était ancien. Le contentieux était toujours aussi vif. Oui, mais déjà après 1934, voilà, il y a toute une ambiguïté du
Oui, même pendant la guerre, au moment de l'affaire d'Alger, hein. Oui, bien sûr. Toutes les sections de l'action française d'Algérie étaient contre le camp de Paris, quand même, à ce moment-là. C'est pareil pour Juan Carlos, parce que moi j'étais dans les mouvements monarchistes à ce moment-là, et les monarchistes de droite disaient c'est un imbécile. C'était l'opinion en général. Hein. Entre autres, oui, non, mais je veux dire, ils n'étaient pas admiratifs du fait qu'ils deviennent rois. Hein. C'était pas. Ça dépendait lesquels, parce qu'il y avait aussi la formation qui avait été la sienne, qu'allait-il faire, etc. etc. Là, pour le coup, la chronologie est intéressante. On se demande, au fond, ce qu'il a fait du régime Ben français. oui, d'accord, mais je veux dire, grosso modo, on parlait des militants monarchistes, ils disaient ça, ils me considéraient comme un imbécile. Bon, on a été très. Je me souviens de critiques hein, d'amis de la NAR qui disaient vous êtes fou de soutenir Juan Carlos. Ouais, Au tout début, vous êtes fou, ça ne marchera jamais, Oui. vous allez vous discréditer avec cet homme qui est lié à Franco, etc. Et c'était pas évident, notre défense de Juan Carlos n'était pas évidente. Hein. Ça pouvait très bien ne pas marcher, même quand on est allé en tout, hein, tu sais. tout. Bah oui, non, mais il y avait dans les milieux qui auraient été complètement favorables, il y avait de très 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 fortes réticences. C'est ce que je dis. Aussi bien, mais y compris dans les gens qui étaient antifranquistes, en disant cet homme est une crée. On disait bien le fils de Franco, hein, à l'époque, quoi, vous soutenez le fils de Franco, alors bien, voilà. Oui. Une dernière question. La NAR est-il un mouvement chrétien? Je pense à son combat contre la païenne, entre guillemets, nouvelle droite, de fait chrétien ou de droit. On n'est pas païen, on est. Bon, très très vite, hein. Non, on n'est pas un mouvement lié à une église quelle qu'elle soit ou à une tradition spirituelle quelle qu'elle soit. Il y a toutes les religions et toutes les formes d'absence de religion à la NAR. Quant à la nouvelle droite, c'était surtout parce que c'était pour nous la naissance d'un nazisme scientifique. Voilà, c'est là-dessus qu'on les a attaqués. C'était pas à partir de critères religieux, en disant c'est des païens, c'est terrible, ils adorent les dieux germains, etc. Non, on a pu dire en plus, ouais, ils sont comme ça, mais c'était on avait peur à l'époque que cette pensée-là, celle d'Alain de Benoît, contamine complètement la droite. Parce qu'on disait la droite, elle n'a pas d'idéologie, eux, ils en ont une, et c'est une idéologie qui prend, puisque la revue de la nouvelle droite a tiré un très très grand nombre d'intellectuels. C'est pour ça qu'on a déclenché une très violente campagne contre eux. Mais pas du tout, c'était pas du tout pour des motifs religieux, non, pas du tout. Alors, si, oui, vas-y, on en a encore ça, 5 minutes. Moi, je ne m'intéresse pas à ce courant-là, donc j'ignore où ils en sont. Qu'en est-il aujourd'hui du rapport à Maurras à l'Action française? Ils sont restés maurassiens, ça je le sais, mais est-ce qu'il y a quand même une évolution dans leur approche, ou est-ce qu'on en est resté plus ou moins à ce qui existait à l'époque? Oh, c'est toujours pas. On laisse peut-être qui est historien de métier. Non, mais là, c'est pas tellement. Je crois que les choses quand même ont évolué. Bon, je pense que si oui, il y a plusieurs éléments dans la. Je suis pas sûr, mais là pour le coup, il faudrait faire un travail de sociologie, si vous voulez, que la connaissance des textes de Maurras soit aussi importante que ce qu'elle pouvait être, d'abord. Bon, j'ai envie aussi de vous dire que les choses ont changé. Je suis un jour allé chez eux faire une conférence sur Georges Valois, vous voyez. Donc, dans l'Action française canal historique de la grande époque, Georges Valois, voilà. Non, et d'ailleurs, ça a été, voilà, il y a des gens tout à fait, il y avait des jeunes, des étudiants tout à fait, voilà, qui pour le coup, vous voyez qui était Valois, et on avait pu discuter tout à fait, j'allais dire, tout à fait normalement de la situation, oui, absolument, de la situation de Valois. Alors, je ne suis pas sûr que tous les gens qui étaient là connaissaient
connaissait forcément Valois, mais bon, voilà, on était très très loin de l'héritage et de l'image de Crescent, etc. Enfin bon, voilà, on est quand même au XXIe siècle, donc je crois que de ce point de vue, pas non plus les caricaturer, j'allais dire le camp d'à côté ou le camp d'en face, j'en sais rien. Ils ne se sont-ils pas recréé une image complètement fausse, puisqu'ils n'ont aucun, actuellement, à la F, n'a connu de facto Maurras. Et d'ailleurs, ni Valois, ni aucun de tout ça. Non, mais aucun des jeunes militants de la mer n'a connu le comte de Paris, donc si vous voulez, à ce Non, stade-là. non, c'est pas, il n'y a pas de critique. Est-ce que justement, il n'y a pas, comme vous le disiez, parce que vous dites que peut-être qu'il n'y a pas une connaissance aussi aboutie de l'œuvre de Maurras, il n'y a pas justement, de facto, une. C'est moins passionné, donc Voilà, bien sûr, mais là, c'est ce que disait Bertrand tout à l'heure. Vous comprenez, quand vous êtes dans les locaux, vous avez, parce qu'on parlait de Xavier Vallat tout à l'heure, Xavier Vallat était quand même celui qui était emprisonné avec Maurras. Donc, si vous voulez, les souvenirs de Clermont, d'ailleurs, il raconte ça, il y a des tas de choses, c'est des anecdotes assez piquantes dans les souvenirs de là. Donc, si vous voulez, vous aviez affaire à des jeunes gens qui, eux, n'avaient pas connu, mais qui étaient constamment avec des gens qui leur disaient « Non, mais nous ». Voilà. Et il a fallu, effectivement, tout un processus, j'allais dire, générationnel et biologique pour que tout ça, voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même dans ce cas-là historique dont je parlais, il a fallu la mort de Juel pour arriver dans les années 80, à des formes de réunification, voilà, qui ont donné ce qu'elles ont donné. Mais bon, c'est des mouvements anciens avec des couches et des strates, qui font que, voilà, il y avait une histoire conflictuelle, c'est certain. La seule chose que je peux dire, c'est que quand, moi j'y suis pas resté très longtemps, Bertrand ne longtemps pas, quand nous étions à l'Action française, on ne parlait jamais de la résistance. Jamais. C'était quelque chose qui n'était pas interdit, c'était incongru. Je reconnais qu'aujourd'hui, il y a des gens de la vieille maison qui reconnaissent quand même que des royalistes ont été dans la résistance, et même des maurassiens. C'est une révolution qu'on a du mal à imaginer quand on connaît la vieille maison précédente, ou même tous les écrits d'ailleurs, avec des difficultés, bien sûr. Il y a une évolution, forcément il y a une évolution, comme vous dit Monsieur Dard, évidemment, les vieilles strates disparaissent quand même un peu, mais ils gardent pieusement la maison. Oui, mais par exemple, ils font des efforts en matière d'archives, etc. Oui, voilà, c'est... Tout à fait. Oui. Mais alors, il faut aussi ne pas reporter les débats actuels ou récents sur le passé. C'est toujours une tendance que nous avons tous. À ce que les années que j'ai connues, les années donc 59, 60, 70, quoi. D'abord 1959, 1962, c'est la guerre d'Algérie. Et il n'est pas question de... D'abord, la guerre d'Algérie est une rupture dans la résistance. C'est la deuxième rupture. Il y a la rupture de l'après-guerre avec la guerre froide, les résistants et les déportés qui choisissent ou le camp des communistes ou le camp des anticommunistes. Et là, la rupture est extrêmement nette sur le plan politique, même si les amitiés peuvent demeurer par ailleurs. Et la deuxième grande rupture, c'est la guerre d'Algérie, puisque un certain nombre d'officiers qui avaient fait de la résistance, et de résistants comme Georges Bidault, par exemple, ou Soustel, enfin, c'est donc des gens extrêmement importants. Bidault a été président du CNR, Soustel a été un des grands hommes du BCRA. Il y a des officiers prestigieux, celui qui est venu ici, Benoît de Saint-Marc, etc. Donc l'armée se divise, l'opinion se divise, l'opinion patriote se divise entre gaullistes et anti-gaullistes pro-Algérie française,
là aussi, la question de la résistance, de la guerre, tout ça passe à l'arrière-plan. Et après, il y a une année des années de transition, 1967-68, où c'est des années de transition. Bon, où on voit apparaître Mitterrand, l'Union de la gauche, la campagne présidentielle de 65, etc., où d'ailleurs Juel fait voter pour De Gaulle contre Mitterrand, pour défendre la dissuasion nucléaire, etc. Donc, alors que les vieux de la vieille votent Mitterrand contre De Gaulle, n'est-ce pas, pour abattre De Gaulle. Donc il y a des fractures. C'est comme au Parti communiste, où l'appareil du parti votait De Gaulle, alors que le Parti communiste faisait campagne contre. Et là, l'appareil de l'Action française votait De Gaulle, alors que la Maison préconisait le vote Mitterrand. Donc tout ça était, comme toujours dans la politique, très très compliqué. Mais il faut voir les ambiances. Et c'est pas parce que la guerre d'Algérie s'arrête en 62 que c'est fini. C'est comme toutes les luttes politiques, il y a des règlements de compte, il y a des souvenirs, il y a des blessures, avec Kayanaki justement, il n'y a pas admis le gaullisme de la jeune NAF. Pour lui, c'était une trahison de tout ce qu'il avait fait. Kayanaki, c'était un garçon qui s'était battu en Algérie courageusement, qui refusait d'abattre les prisonniers d'ailleurs, et il était très très mal vu dans son régiment. Donc il fallait qu'il prenne beaucoup plus de risques pour se faire accepter comme lieutenant de parachutiste. Et il avait fait de la prison après comme militant de l'OS. Donc pour lui, les comptes étaient quand même extrêmement passionnels. Hein. Et la question du communisme, on en parlait tout à l'heure avec Olivier, était une question absolument déterminante. Puisque il y avait le risque de guerre nucléaire quand même, et de destruction du territoire national en quelques dizaines de secondes, et où l'invasion mythique des chars russes. Mais beaucoup de gens y croyaient. Beaucoup de gens y croyaient, surtout dans l'Est, chez Régine, les gens attendaient les chars russes avec angoisse. Non, c'était la Giraud, enfin comment elle s'appelait, Garot, qui attendait les chars russes. Oui, mais on a France Garot. Ouais. C'est sur cette affaire de chars qu'on a perdu un maximum d'abonnés, quand même, dans les années 70. Quand on a expliqué que ces chars ne viendraient pas, qu'on a repris toutes les analyses du général Gallois, etc., on a perdu beaucoup d'abonnés, parce que les gens étaient anticommunistes, parce qu'ils pensaient que les communistes allaient arriver au pouvoir. Il faut dire qu'ils faisaient 25% dans les élections. Bah oui, et Mitterrand-Kerensky, c'était pas... c'était un scénario possible. Vous connaissez les classiques, je connais aussi Mitterrand-Kerensky. Et ce bouquin d'ailleurs qui était sorti, s'appelait Bienvenue à l'Armée Rouge, c'était extraordinaire. Oui. Mais les rudiments du russe. Mais les gens ne plaisantaient pas quand on parlait de ça. Parce que mais moi je connais des gens qui en 81 ont quitté la France. Hein. Il faut dire qu'il y avait eu le coup de Prague en 1968, il y avait eu les événements de Budapest en 1958. Non, mais ça a marqué considérablement l'opinion publique en France. Oui. Budapest. Prague 68, les affaires polonaises. Les affaires de Pologne. Ils étaient à l'intérieur du rideau de fer. Oui, bon. Donc, c'était pas notre cas. Non, mais d'accord, mais pour les anticommunistes, si vous voulez, le Parti communiste. Moi, j'ai toujours été même en anticommuniste, mais pas de ne pas voir clair. Mais il n'y avait pas que la droite qui s'inquiétait. Jacques Attali, quand on connaît des analyses brillantes, m'avait expliqué dans un dîner chez un ami polonais, héros de la résistance polonaise, qui portait l'insigne de Solidarność à la boutonnière, Georges Hubert de Radkowski, qui était un ami de la NAR, il nous avait expliqué que la Pologne, Solidarność, favorisait un continuum entre l'Union soviétique et l'Occident, et que les soviétiques allaient passer par là, par la Pologne, pour nous envahir.
J'avais éclaté de rire. Il avait trouvé ça insultant par rapport à quand même la science qu'il représentait. Mais il disait ça très sérieusement. En 1980. Donc on a entendu beaucoup de conneries, mais on a entendu aussi des choses qui nous ont éclairés dans notre cheminement. Enfin voilà. Il me reste à remercier Olivier pour cette conférence.